Moyen-Âge, on enseignait l'art d'aimer dans les cours d'amour. La même dévotion animait les hommes pour celle qu'ils aimaient charnellement et pour la Vierge. Rien ne sert de chanter si le chant ne vient pas du cœur. Et le chant ne peut venir du cœur si le cœur n'est plein d'amour sûr et profond. Si mon chant est excellent, c'est que joie d'amour possède et occupe ma bouche et mes yeux, mon cœur et ma raison. Mais il ne faut pas se tromper. Avec l'amour, la peur, et particulièrement celle de l'enfer, est le principal liant d'une société féodale hiérarchisée dans laquelle le pape tente de dominer les rois les seigneurs et les seigneurs le peuple. Oui, on a peur de l'enfer, mais aussi des juges corrompus. On a peur du pape et de son Église, qui condamnent souvent au feu. On a peur des barons qui pratiquent plutôt la pendaison. Cependant, il faut vivre, et faire vivre, tailler sa vigne. Pêcher au carrelet et servir de passeur, car les ponts sont rares. Aller vendre sa pêche. Sur et sous les ponts pour passer, toujours et tout le temps payé. Mais à quoi sert de grommeler quand il est temps de récolter? Ainsi pensent petits et grands. Que dans les 8 jours, tous ceux qui ont de l'argent en vaisselle ou autre matière apportent ou fassent apporter en nos monnaies dans les bonnes villes et aux lieux certains où seront établis nos gens, le tiers ou le tout de l'argent qu'ils auront en quelque manière que ce soit, à l'exception de ce qui est dans les sanctuaires ou ailleurs à l'usage de l'Église. Et nous voulons cela pour faire nos monnaies, pour le commun profit de notre royaume. Mais nul n'est plus haï que les sergents, qui pour des corvées nous volent le temps. Un temps qu'on pourrait dédier au plaisir, comme le moine de Montaudon. J'aime aussi en été me délasser près d'une fontaine ou d'un ruisseau. Alors les prés sont verts, les fleurs renaissent, les oiseaux piaillent. Mon ami vient me trouver en cachette et je la renverse un bon coup. Pour trouver leur bonheur, certains partent en pèlerinage, suivant le chemin de la foi. D'autres comptent sur les racines de la mandragore pour forcer le destin. Mais qui sur le diable va content est assuré d'être perdant. Il faut donc bien se débrouiller et même parfois resquiller. C'est bien dîner quand on échappe sans débourser pas un denier et dire adieu au tavernier en torchant son nez à la nappe. Chacun n'a qu'à garder son bien, ou plutôt ce qu'il croit son bien, pensent le guetteur et l'amant, l'un se gelant et l'autre ardent. Tous deux loueront le savoir-faire du braconnier et sa manière. Quant au troubadour, Bertrand de Born, il chante pour son déjeuner. Le roi n'a pas de baron à sa hauteur. Quand il le voyait en mauvaise passe, il n'avait d'autre idée que de lui nuire. Chacun selon ses moyens. Ne croyez pas que je sois payé pour mes chants, mais il est toujours bon de lutter pour un prince si riche. Mais André Berry, le plus moderne des troubadours, nous conte la nuit de noces du futur roi de France,
Louis VII et de la belle Aliénor d'Aquitaine. Les deux époux, au soir, vont dans la chambre. Le lit est découvert, les draps sont d'or, et la longue tunique attend, parfumée d'ambre, que pour la retirer doit mettre Aliénor. Cependant que la dame, en espoir d'aise, laisse l'habit tomber, voir la toison, Louis, agenouillé, crucifie, baise, et pousse jusqu'au ciel chaste oraison. Par mon patron, dit-il, le ciel ne veuille que je tombe avec vous en mal plaisir. Me garde Dieu qu'ainsi Satan j'accueille et détourne de lui mon beau désir. Et voici que le ciel l'écoute. Ils font croisade en barbarie. Elle n'a pas les yeux dans ses poches et trouve agrément à Antioche. Louis est anxieux, Louis tempête, car Louis sait qu'en ville est Noureddin. Chaque soir que Dieu fait, pour tête à tête, vient trouver Aliénor dans le jardin. Louis veut tout savoir. À l'arbre, il monte, et dans leur paradis voit son enfer. Ce qu'il surprend lui fait moins mal que honte. Ses cornes, dans la mare, il mire en clair. Pour Louis VII, la reine est maintenant en poicre. Il s'en sépare, mais elle épouse Henri II Plantagenet en 1152 avec beaucoup de joie. Hélas, en Languedoc, du côté de Toulouse, nombreux sont les vautours à attaquer la colombe symbolisant la sagesse. En 1208, le légat du pape excommunia le comte de Toulouse en ces termes. « Qui vous dépossédera fera bien, qui vous frappera de mort sera béni. » Et voici Simon de Montfort, chef de la croisade devant Toulouse qui l'assiège. Il y trouve la mort en 1218. Pourtant, certains trouvent dans la guerre profit et joie. Tandis que d'autres construisent la société dans laquelle ils veulent vivre. En 1199, les jurats de Saint-Émilion échangent au roi Jean Santerre une livraison annuelle de vin contre le droit de gouverner eux-mêmes, après leur élection, la ville et la juridiction, un territoire d'environ 6000 hectares, correspondant à l'appellation Saint-Émilion d'aujourd'hui. Puis, pour protéger ces libertés nouvelles, ils ouvrent les carrières de la Madeleine. Ils en extraient de la belle pierre pour construire des remparts et un hôtel de ville qu'on appellera plus tard le château du roi. Pendant ce temps, à Reims, Philippe IV, dit le Bel, est couronné en 1285. Il fait élire pape le Bordelais Bertrand de Goth sous le nom de Clément V. En 1314, le roi de France, Philippe le Bel, saisit les biens de l'ordre des Templiers et brûle son grand maître Jacques de Molay. Pourtant, en 1350, le Bordelais, grâce à la protection de la couronne britannique, vit dans une relative prospérité. Chaque année, à la Saint-Martin, le 11 novembre, la flotte du vin anime le port de Libourne et bien d'autres havres sur la Dordogne, l'Isle et la Garonne. Avant l'embarquement, la qualité du vin est vérifiée par les jurats et les marchands, comme on le fait encore aujourd'hui avant la mise en bouteille. Cette accession du peuple à la responsabilité est aussi une accession à la liberté. Les gouvernements locaux, tels celui de la Jura de Saint-Émilion, font régner une certaine paix civile. Et en 1356, le prince noir, c'est ainsi qu'on l'appelle le prince de Galles à cause de son armure noire, gagne la bataille de Poitiers. Le roi de France est fait prisonnier et emmené à Bordeaux, où il est, dit le chroniqueur, bien traité. Mais 10 ans plus tard, en 1366, au service de la France, Du Guesclin fait la police. Il va reconquérir pour la couronne de France la Bretagne, le Poitou et la Saintonge. Ce fut par la Saintonge, l'Anjoumois, le Limousin et le Périgord
que les Français arrivèrent. En 1451, ils assiégèrent et bombardèrent Libourne. Bordeaux, sans avoir combattu, très vite aux Français s'est rendu. Mais voilà ce que nous conte André Berry. Mal va le vin, mal va la banque, mal va le bois, mal les bateaux, le poisson chôme et le grain manque depuis que Charles a pris Bordeaux. Les députés vont droit à Londres. Juste une armée, il va se mondre, non pour Bordeaux, mais pour Calais. Alors les Bordelais se ravisent. Que pour Bordeaux parte la flotte. L'enjeu, dit-il, n'est pas moins beau pourvu qu'on taille une culotte aux folles bâtards de l'Isabeau. De Southampton, on a pareil. Toute la mer n'est qu'un beau lac. Et Charles VII, sur Fécamp, veille, comme Talbot ancre à Soulac. Castillon, 17 juillet 1453. D'un coup éclate en tempête Coulevrine, Ribaudequin. Du maréchal, la Haquenée, en plein poitrail, en reçoit un. Et lui, la jambe moignonnée, il mord, Talbot, le sol commun. Percé de l'anus à la gorge, il est là, laidement oxy. Talbot, chevalier de Saint-Georges, maréchal du roi Henri VI. Miséréré, par le roi Charles, Bordeaux demain sera repris. Fini la guerre de 100 ans. Mais les jurats sonnent le banc. Banc des vendanges, évidemment. Vendanger est plus important que regarder couler le sang. Et comme dit le bon des champs, guerre laissée et vivre en labourant. Guerre menée n'est que damnation.